Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme du dimanche au soir guest. Un invité bien connu dans l'opinion nationale et internationale. Ses prises de position sur le plan politique ou économique sont connues d'ailleurs en termes d'économie. C'est un spécialiste en la matière. Il est économiste, il est fiscaliste. Son opinion compte et statisticien aussi. Son opinion compte de plus en plus dans l'animation, on va le dire ainsi, du jeu politique et des orientations économiques dans notre pays. Ceux qui parcourent au quotidien ces publications sur Facebook et autres ont découvert un homme qui dit clairement ce qu'il pense. Il prend toujours le temps d'expliquer sa pensée. Et ce soir, dans notre fauteuil bleu, Dieudonné Somba va nous en dire un peu plus sur ses propositions, notamment sur la forme de l'État, le débat de l'heure actuellement au Cameroun. Beaucoup estiment qu'il aurait quelques problèmes avec les universitaires. Est-il un ennemi de l'université au profit des grandes écoles? Dieudonné Somba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir également à vos téléspectateurs. Je suis enchanté de les rencontrer pour la première fois. C'est un plaisir de vous recevoir, Dieudonné Somba. Ces derniers temps, vous signez Nti, Dieudonné et Somba. Nti, c'est pour dire monsieur ou alors c'est un titre de notabilité? C'est un titre de notabilité, c'est dommage parce que j'ai laissé mes deux ouvrages dans la voiture. Je crois que je vais demander à ce qu'on les ramène. On va les avoir avant la fin de l'émission. D'accord, donc Nti, c'est mon titre de notabilité. Il vous a été donné où, comment, dans quelles circonstances? Non, il m'a été donné par des bêtis qui estiment que je joue vraiment mon rôle. C'est différent de Zomlo, par exemple? Oui, Zomlo est une mission, c'est une sorte de mission. Nti, c'est une qualification. Donc quand vous êtes Zomlo, vous avez des missions spécifiques. Alors que Nti, c'est, comme on dirait, un grand monsieur, quoi. Et on vous expliquait que vous devenez Nti. Pourquoi? Non, parce que je suis un vrai bêtis. Le vrai bêtis vous dit clairement ce qu'il pense. Et les gens ont été étonnés qu'il y en ait encore. Parce que la majorité aujourd'hui masque toujours ce qu'ils pensent pour des raisons d'intérêt, de positionnement et autres. Donc les gens ont estimé que moi je faisais quand même une certaine mission. Mais le bêtis divise aujourd'hui, même au sein de sa propre communauté. Il y en a qui estiment que le bêtis est paresseux. Il y en a qui disent que le bêtis ne soutient pas son. Il y a même un célèbre penseur qui avait osé prononcer un mot qu'on ne prononcera pas peut-être ici pour qualifier les bêtis. Ils ont de la peine à marcher ensemble? Parce que vous avez dit que vous êtes un vrai bêtis. Non. Je crois que la vérité est que le bêtis ne se retrouve pas dans le système actuel. Insère et développe des aptitudes appropriées pour faire carrière dans ce genre de système. Parce que pour faire carrière dans ce genre de système, il faut être égoïste, il faut être méchant même. Donc, c'est les qualités de générosité, des qualités d'altruisme ne peuvent pas prospérer dans ce système. Donc, c'est un système qui est particulièrement nuisible pour les bêtis, parce qu'en fait, il empêche le bêtis d'être lui-même. Le bêtis doit donc s'adultérer pour dire. Les bêtis, ils ne sont pas solidaires. Les bêtis n'ont pas besoin d'être solidaires. Ils ont besoin de s'organiser. Parce que le bêtis, ce n'est pas un lâche. Par contre, c'est un peuple qui sait s'organiser. À condition qu'on lui permette de s'organiser. Et non pas la situation actuelle où, en réalité, on ne l'organise que pour des finalités qui n'ont rien à voir avec son développement. Alors, lorsque vous avez une partie de la communauté bêtis qui se rassemble à Ebolova, dans une sorte de ce qu'on appelait rencontre fraternelle de ce côté, c'est dans ce sens que vous voyez l'organisation du bêtis? Non.
ceux qui sont partis là-bas, c'est les élites. Et c'est même ces élites qui diffusent la communauté. Ils instrumentalisent la communauté. Parce que chaque fois, d'abord, ils se sont identifiés au pouvoir. Et donc, chaque fois que ce pouvoir est contesté, ils appellent les Bétis au secours. Ils font semblant d'agir en leur faveur. Qu'est-ce que les Bétis gagnent de ce pouvoir? Ils ne gagnent rien. Vous le dites sérieusement? Mais vous pensez que les Bétis gagnent quoi? Les Bétis ne représentent pas, ce n'est pas la petite poignée d'élite. Ce n'est pas quand même petite poignée. Hein? Si on fait l'arithmétique pour voir le nombre d'élites, Bétis, le chiffre va être important. Les Bétis représentent 25% de la population du Cameroun. Oui. C'est autour de 6 millions. Ils ont besoin d'une organisation qui les mobilise. Ils n'ont pas besoin de quelques petits strapontins, d'une poignée d'élites égoïstes. Et qui d'ailleurs a déployé un comportement qui, dans une large mesure, est responsable des crises multiformes du Cameroun actuel. Parce qu'on a beau dire, ils ont quand même une importante influence auprès de leurs frères qui a étudié. Ça, on ne peut pas nier. Donc cette élite-là ne joue pas en faveur des Bétis. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Là, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts, c'est tout. Mais quand ils se réunissent quand même, ils parlent des questions de développement. Ils disent qu'il faut des écoles, il faut des universités, ainsi de suite. Ça, c'est pour le peuple. Oui, mais ils sont déjà nommés, ils sont déjà situés. Oui, mais ça, on voit donc ça où? La question, c'est où soit ça. Les universités de Yaoundé sont les universités du Cameroun. Il y a eu quelle université? À Ebolova. Il y a quelle université? Une annexe. Oui, ben, une annexe, oui. Les Bétis, ce qu'on leur donne, c'est des annexes. L'école normale de Yaoundé est l'école normale du Cameroun. Il n'y a pas une préférence particulière pour les Bétis là-bas. Toutes les écoles. C'est installé à Yaoundé, non pas parce que Yaoundé est Bétis, mais parce que Yaoundé est la capitale. C'est accidentel. On vous dira, vous qui avez des missions traditionnelles, c'est à vous d'encadrer la communauté Bétis. Dans quel cadre? C'est à vous de l'orienter. Écoutez, dans quel cadre? Il faut créer des cadres, M. Somba. Non. Ne portez pas seulement le nom G et Somba. Non, monsieur jouer le rôle monsieur Zé. Oui, allez-y. Le seul cadre approprié, le seul instrument que tous les peuples de la terre doivent disposer pour gérer leur destin, c'est un État. Un État régional. Vous ne pouvez pas empêcher la décentralisation et vous vous plaignez d'une communauté. D'abord parce que vous violez même vos propres lois de l'État unitaire. Parce que c'est vous dans l'État unitaire qui dites tous les Camerounais sont identiques. Tout Camerounais est partout chez lui. Et c'est ça qui est assez ironique. C'est ça qui est assez ironique sur l'élite Bétis. Qui en même temps qu'elle raconte partout que le Camerounais est partout chez lui, qu'elles sont prêtes à vendre même tout Yaoundé, tout le terrain des Bétis, c'est les mêmes qui vont encore mobiliser les Bétis. Pourquoi? Parce qu'ils manipulent une élite Bétis soucieuse du bien-être de sa communauté ne peut que réclamer un État régional des Bétis. Alors pourquoi vous êtes si dur quand ça concerne les Bétis? Il y a d'autres régions, d'autres communautés qui s'organisent. Il y a 11 millions à gauche, il y a 30 millions de pygmées, il y a des organisations dans l'ouest du pays, dans le littoral. Celles-là ne sont pas condamnées? Mais vous ne pouvez pas, dans un environnement, laisser les vôtres pour aller d'abord condamner les autres. Il faut d'abord commencer à la maison. Il faut commencer à la maison. Parce que c'est le reproche que vous faites au vote qui vous donne la légitimité d'étendre ce reproche-là ailleurs. Vous ne pouvez pas fermer les yeux devant ce que
les vôtres font, et puis vous allez vous plaindre des autres. Non. Moi, je ne peux pas aller demander aux Bassa, aux anglophones, aux Bamileke, aux Fulbe, aux Mundang, ce que je ne demande pas d'abord aux Ekans. Ce n'est pas pour... C'est un non-sens. Alors, vous êtes également ces derniers temps docteur Dieudonné Essomba. Vous êtes déjà docteur? D'abord, je n'ai jamais signé docteur. Mais le titre de docteur m'est donné dans un très grand lieu par un grand nombre de personnes. Ça doit être fait comme ça? C'est pas quand même un titre de notabilité? Non, d'abord, je vais vous expliquer. D'abord, je vous explique que je ne me donne pas ce titre. Si je vous dis ça, vous le refusez normalement, non, je vais le refuser. Pourquoi? D'abord, parce que docteur, quand même, non, mais non, un docteur qui vient de... Il ne faut pas oublier, à notre époque, on avait la filière universitaire et la filière des grandes écoles. La filière des écoles débouchait en France, on avait le master. Quand je fais le master à l'école plastique, mes camarades étaient des docteurs. Quoi? En France, vous ne pouvez pas être haut fonctionnaire si vous n'êtes pas sur l'école. Vous ne pouvez pas présenter un doctorat. J'ai un doctorat. J'ai un doctorat. Le doctorat ne vous... Il faut sortir d'une école. Donc, c'est le cursus que vous avez adopté. C'est que moi, je suis ingénieur d'application, administrateur de l'économie, plus administrateur de l'économie. Moi, je mettais un master, plus dans de session. Ça, c'est dans la réponse. Oui. Parce que quand on parle de société, d'abord encore PhD. Maintenant, vient la réforme LMD. La réforme LMD demande à France de modifier de son système et de l'aligner sur le. C'est à ce moment-là que justement les gens de l'université se réveillent. Parce que notre époque, avec l'université, c'était quoi? On avait des écoles. Vous passez un concours. Au concours de l'ICIA. Je l'avais passé, nous étions à 15. Le concours du CSD, nous étions à 875, il fallait une place. Je l'ai eu. Donc docteur Essomba, donc quand quelqu'un m'appelle docteur, non, ce n'est pas un titre usurpé. Vos contenteurs disent que c'est l'usurpation, justement. Pardon? Vos contenteurs disent que c'est l'usurpation. Non, c'est normal. D'abord, eux, ils sont docteurs. En dehors de ce grade, ils sont quoi? Mais ils sont déjà docteurs. Non, c'est ça que vous appelez docteur. Moi, je vais vous dire, monsieur Zé, quand on prend l'avion, comme on était dernièrement à Lyon, sur la monnaie binaire, il y avait 2 professeurs d'université du Cameroun. Dans la salle, on m'appelait professeur Essomba. Parce qu'on m'avait invité pour expliquer la monnaie binaire. La seule innovation économique en Cameroun est faite. Je vais donc vous dire, lorsque l'UDC, il y a quelques jours, fait son congrès, la présidente, Mme Toumaïmo, Dame Joya, fait une adresse au gouvernement du Cameroun en disant: le Cameroun a la chance exceptionnelle d'avoir un grand économiste, Dieudonné Essomba, qui a proposé la monnaie binaire pour qu'on sorte de la mélasse. C'est donc ça l'intellectuel. Lorsqu'on a des gens qui promènent des docteurs et professeurs comme des cornes et qui sont incapables de proposer quelque chose qui ménage même leur propre salaire. Parce que quand le Cameroun est en crise, le salaire de ces universitaires-là est menacé. Mais on ne les voit jamais rien proposer pour sauver leur salaire. Rien. Mais on ne les voit. On suit vos différentes sorties.
concernant les universitaires, on a l'impression que pour vous, ils ne valent que dalle. Mais ils ne valent rien puisque là... Je vais vous dire, monsieur Zé, ces gens qui ont échoué à tous les concours. On peut être professeur après avoir échoué à tous les concours quand même. Oui, professeur, quand on est né limité, même si on a un doctorat, on est limité. T'en connais. Ceux qui étaient de mon âge ne peuvent pas, quand ils sont mis quelque part, approcher, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils ne valaient rien. C'est des gens qui ont échoué parce qu'ils ont été limités. Ils ont été assez persévérants pour avoir... Un doctorat, c'est quoi? Une thèse, c'est quoi? Ils ont passé quelques... Une thèse, c'est quoi? Mais tout le monde peut faire une thèse. Est-ce que ce discours n'est pas dangereux pour la construction? Ce n'est pas dangereux. Ce sont des gens qui encadrent nos enfants dans les universités. Non, mais c'est pour ça que les enfants sont nuls. Et vous désagrégez tous les agrégés. Non, ils ne valent rien. Et c'est pour ça que le Cameroun n'a rien à attendre de ces gens. Absolument rien. Le Cameroun n'a absolument rien à attendre de ces universitaires. Parce que c'est des clous. Il faut revoir dans tout le système. Il faut revoir tout le système. Et la première mesure, vous savez, ils eux-mêmes ont tenté d'améliorer les choses en créant le doctorat professionnel qui aurait pu injecter dans ce milieu des gens qui sont réellement nés intelligents. Mais ils sont complexés. Ils ont étouffé ça. Conséquence, c'est des cloportes qui sont à l'université. Des gens qui ont échoué, qui sont incapables de faire une compétition. Il y a quand même des professeurs, des agrégés camerounais qui sont salués à l'international. Lequel, par exemple? Le professeur Maurice Kamto, par exemple. Oui, mais si Maurice Kamto est salué, les autres... nos universités sont devenues... Vous respectez au moins son agrégation? Ah, là, c'est autre chose. Ça, c'est des anciens. Je vais vous dire, nos universités sont devenues des moulins en doctorat. Quand on vous dit que ça, c'est un docteur, et celui-ci a un doctorat, c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Je parle pas de l'économie. Mais c'est du n'importe quoi. Donc il y a une exception. Les anciens ont quand même... Les anciens étaient l'objet d'une sélection parce que, généralement, c'est gens qui ont fréquenté en France et ils étaient sélectionnés. La France ne prenait pas des déchets. C'est nos universités qui se contentent des déchets. Parce que les écoles prennent les meilleurs. Polytechnique prend. On prend les meilleurs parce que le système, de toute manière, même si aujourd'hui ça a été altéré, hein, de toute manière, hein, la logique, parce que nous avons hérité du système français. Le système français est un système d'examen. Donc les meilleurs vont dans l'examen. Ils travaillent dans leur fonction. C'est comme ça. Maintenant, les déchets qui vont à l'université tentent donc de récupérer, de prendre une sorte de revanche. Bon, à la suite de... Pas de déchets quand même, on ne dira pas déchets. Non, mais on ne dira pas. Moi, je pas... C'est cette façon de parler. Non. Je dis, c'est des gens intelligents. C'est des enseignants. C'est des enseignants. Oui, mais... On peut appeler quand même des enseignants d'université sur un plateau télé des déchets. Mais... Ça ne tient pas, Junior Somba. Qu'est-ce qui ne tient pas? Vos enfants, mais c'est pour ça que vos enfants iront à l'université, par exemple. Oui. Le système est configuré de manière à ce que les gens intelligents soient exclus. C'est l'université nulle du Cameroun. Malgré la réforme. Le problème, c'est que la réforme n'est pas allée au bout. Ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est de prolonger les formations dans les écoles par le doctorat. C'est à ce moment-là qu'on aura donc de véritables... Au doctorat professionnel qui fait toujours... Non, pas professionnel, par exemple. pas le doctorat. Non, puisque là, on avait très vite. Hein? Les cinq doctorats qui peuvent être pleins, c'est les docteurs des enfants qui ont manifesté des attitudes. Quand quelqu'un passe au concours, par exemple, de l'école de statistique, c'est un concours hautement sélectif. Est-ce que c'est normal que ce monsieur-là, qu'on le confine, et que celui qui a échoué à tous les concours se présente un beau jour, il dit qu'il est professeur. Professeur de quoi? Parce qu'il n'a jamais passé un concours. Hein? Il n'y a aucune sélection. Tout le monde peut faire le doctorat. Aucune.
Alors, pour prendre le cas du professeur Maurice Kamto qu'on a évoqué tout à l'heure, j'ai regardé depuis 2 ou 3 jours vos différentes sorties sur Facebook et les extraits qui sont proposés de ce côté. Vous êtes très dur vis-à-vis du leader du MRC. Parfois, vous utilisez les termes que d'aucuns pourraient considérer comme dénigrants. Parfois, vous l'appelez imposteur, usurpateur, manipuleur, parfois même escroc. Lors de l'opération Survival, vous l'avez traité. Oui, il est tout ça. Ça n'empêche pas que du point de vue... Moi, je ne conteste pas les qualités de M. Kamto en matière de droit. Je pense quand même que c'est un bon juriste. Il est reconnu comme tel de toute façon. Mais en tant qu'homme politique, il ne vaut rien. Il n'a aucune vision stratégique, aucune perception lucide du Cameroun. Il est embarqué dans une logique communautariste, n'est-ce pas? Fondée d'ailleurs sur des paramètres totalement faux. Il est pourtant bien entouré. Vous connaissez ses conseillers. Ses conseillers spéciaux, ils se recrutent également dans les milieux politiques. Il y a des fruits, il y a des fruits des grandes écoles. Mais des gens qui ne maîtrisent même pas les statistiques. Il y a des fruits des grandes écoles aussi. Non, ça c'est pas... La première chose qu'on veut faire, une politique de nature tribale au Cameroun, c'est de prendre la carte tribale du Cameroun. Le Grand Nord, c'est 32% de la population. La population originaire, c'est-à-dire sociologique, comprenant notamment 10% de Fulbé, environ aussi 10% de population fulanisée, ce qu'on appelle les néo-soudanais, et puis 12% de Kirri. Vous venez dans le grand groupe du centre, vous avez les Ekans eux-mêmes, qui représentent autour de 20%. Puis les autres populations apparentées, comme les Makia, les Yambas et autres. Tout cela fait, grosso modo, l'ensemble fait autour de 26%. Vous avez les Bazars et les Douala, qui, eux deux, représentent 12 à 13%. Et puis, vous avez le grand groupe appelé les Hauts Plateaux, qui comprennent les Bamoun, 3%, les Bamileke, proprement dit, 15%, et les populations du Nord, Meta, Ouidecom, et tout ce monde-là, 12%. Donc, si vous n'avez même pas ces données, vous spéculez sur des chiffres, nous sommes nombreux, parce que vous voyez, votre communauté est très visible dans les lieux de visibilité que sont les villes, les instruments de communication. Donc, vous tirez de là la conclusion que vous êtes plus nombreux et que vous pouvez manipuler cette foule pour arracher le pouvoir de force. Que vous parlez déjà sur de force basse. Alors, le MRC, le président est de l'Ouest, le vice-président n'est pas de l'Ouest. Pourquoi vous éliminez ces postes-là pour ne voir que Maurice Kamto? Non, ce n'est pas, c'est pas moi qui élimine. C'est le discours, l'image, la meute, en réalité, qui suit Kamto. Et le discours de la meute. Donc, les gens qui entourent Kamto ne sont pas significatifs parce que c'est de faire valoir. Il y a des gens, certes, qui viennent de toutes les communautés du Cameroun, mais c'est de faire valoir. Eux-mêmes, quelquefois, ils se mettent à compter les membres d'autres communautés qui sont dans leur groupe, tout simplement pour donner du change. Mais idéologiquement, le mouvement est fortement communautarisé. Sa communauté, en tout cas les franges les plus extrémistes de sa communauté, ont vu en lui le vengeur de leur frustration. C'est lui qui allait prendre le pouvoir pour répondre à leurs attentes. On connaît le discours de Kamto. Et ce discours-là correspond aux franges les plus extrémistes de cette communauté-là. Le discours sur les terres. On raconte que les terres appartiennent à l'État, donc l'État doit les redistribuer. On va chez les maquillés, chez vous,
On voit des terres, on dit, hey, vous là, vous n'avez pas de terre, venez vous installer. Il y a des gens qui contestent l'équilibre régional. Sans le remplacer, en proposer la substitution par une technique alternative. Vous avez un pays qui est aussi hétérogène. Vous pouvez vous permettre de mettre de côté un segment communautaire. Et si ce segment communautaire vous dit un bonjour que bon, comme mes enfants sont idiots, assez idiots pour ne pas être sous-préfet, commandant des brigades, bon, allez-vous-en. Vous allez, qu'est-ce que vous allez leur répondre? Vous allez créer une colonisation de terre. Donc, ce discours, ce n'est pas un discours approprié. Mais lorsque vous regardez ce discours, est-ce que vous pensez que c'est Maurice Kamto qui le porte ou alors il le subit? Ah ça, moi, je ne sais pas comment les choses se passent, mais seulement c'est lui qui incarne le parti. Il incarne le parti. Quand vous prenez la responsabilité de gérer un groupe humain, vous devez assumer ces prises de position. Ou alors les lignes. Maurice Kamto, à travers son... On appelle ici Ateba, c'est qui? Il y a certains... Le secrétaire général adjoint. Non, c'est lui qui a eu le doctorat là dernièrement. Qui est à Douala. Il m'a invité à 2 reprises. Je lui ai dit, mais il faut d'abord démentir, il faut d'abord désavouer votre discours, le discours de tes gens. Allez, si on vous invite, pour être un peu plus clair que les téléspectateurs vous écoutent, on vous a invité, les responsables du MRC vous ont invité. Maurice Kamto, il a écrit par correspondance écrite. Et vous avez rejeté. C'était peut-être l'occasion d'aller le rencontrer, lui dire que le rencontrer comment? Non, je lui ai dit, je ne peux pas. Parce que je n'aime pas, je suis un bêtien, un petit. Je n'aime pas les gens hypocrites. On ne manipule pas. Vous ne pouvez pas entretenir une meute agressive, violemment indécisée, qui insulte les gens et insulte les communautés. Vous ne leur opposez aucun démenti, en aucun jour. Mais vous voulez venir sous-traiter avec les gens. Si je suis avec les gens, je veux leur dire non, je ne suis pas d'accord avec ce discours. Parce que ce discours-là me chasse des partisans potentiels. Mais vous manquez au moins l'occasion d'aller dialoguer avec Maurice Kamto. Non, je vais lui dire à quel titre. Hein? Je lui ai dit que monsieur, vous êtes un homme politique. Hein? Vous désavouez votre racaille. Dieu donne son ne peut pas se présenter avec vous devant un chef d'une racaille. Qu'est-ce que vous appelez racaille d'une Somba? Mais une racaille, c'est une bande de vauriens, de gens. C'est les gens qui étaient autour de lui. Vous me voyez aller discuter avec un chef d'une racaille? Ce n'est pas excessif. D'une meute? Ce n'est pas excessif. Ça, c'est mon discours. Ce sont mes expressions. Vous pensez faire différent que ceux qui sont dans les réseaux sociaux? Vous pensez faire différent que ceux qui sont dans les réseaux sociaux? Il me traite de tous les noms. Qui tiennent également ce genre de langage? Moi, je m'en fous. Hein? Nous sommes dans la démocratie et je vous dis sincèrement, les yeux dans les yeux, ce que je pense de vous. La démocratie n'autorise pas tout. Oui, on peut avoir la liberté d'expression. Je n'ai pas violé la loi. On peut avoir la liberté d'expression, mais on n'a pas le droit d'invectiver. Non, c'est une racaille, c'est tout. Non, les gens qui sont autour de Kamto, qui se réclament de lui, de son idéologie, de son projet de société, c'est une racaille. D'ailleurs, j'ai été la première élite qui s'en est pris à eux. Parce qu'à l'époque, moi, je faisais mes analyses sur la binarisation en critiquant le programme du gouvernement. Parce que à l'époque, j'annonçais la crise économique. C'était un mauvais programme. Je leur disais, vous ne pouvez pas réussir ça. Et c'est là donc que je faisais la promotion de la monnaie binaire, parce que la binarisation était un instrument de redressement de ce programme-là. Si on l'avait appliqué, on n'en serait pas là. On va arriver dans les détails. Maintenant, pendant que je suis là, ils viennent me dire que non, ce que je fais là, c'est la diversion. Pour leur prouver que je suis contre le régime de Biya,
Je dois m'aligner derrière Kamto. Et si je ne m'aligne pas derrière Kamto, cela signifie que je défends Biya parce que Biya est petit comme moi. Il a dit que Dieu donnait ce mot. Fais le chantage, Dieu donnait ce mot. Écoute-moi bien. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Alors, quand vous prenez ces positions du Somba, on a envie de vous demander, c'est à quel titre? Vous êtes juste un analyste politique? Parce que votre discours, parfois, il est totalement celui d'un opposant à Maurice Kamto. Et qu'on vous qualifie d'être peut-être un militant déguisé du RDPC. Non, ça, c'est leur problème. Qu'est-ce qu'ils avaient à venir m'attaquer? Vous vous défendez juste? Bien sûr. Vous ne dépendez mais pas. seulement quand vous m'attaquez. Hein, quand vous m'attaquez. C'est-à-dire que quand vous engagez la guerre avec moi, ce n'est pas vous qui allez décider du moment où la guerre s'arrête. Vous aimez la guerre, Dieudonné Somba? Oui, quand vous m'attaquez. Vous publiez tous les jours. Ben bien sûr. On a l'impression que vous n'épargnez personne. Non, de toute manière, je n'ai peur de personne. Donc, je leur ai dit caché. Kamto et sa meute ont d'ailleurs joué un rôle très négatif sur la politique du Cameroun. Extrêmement négatif. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que ce monsieur prenne des ordres. Sur quel point? Non, ils ont décrit l'opposition, non. Kamto a montré aux Camerounais qu'avec l'opposition, on peut avoir pire que le régime actuel. Oui. Il a fait peur aux Camerounais. Ça ne m'étonnerait pas que ce monsieur ait marge dans les fiches de la sécurité pour détruire l'opposition au Cameroun. D'ailleurs, il y a même des rumeurs qui disent qu'on lui a donné l'argent pour ça. Qui ont? Donc, le gouvernement essentiellement fonctionne sur la base de la corruption. La corruption. Vous l'avez accusé de diversion sur un plateau. Oui. En soupçonnant qu'il serait de connivence avec le régime en place. Mais bien sûr, mais les preuves sont là, non? En même temps, quand... Mais je dis, qui d'autre a renforcé le vieux régime usé de Biya comme Kamto? Il y en a quand même qui le saluent en disant que c'est depuis que Kamto est là qu'il y a une vraie opposition au Cameroun. Mais au contraire. Au contraire. La seule opposition qu'on a eu, on a eu une véritable opposition dans les années 90 avec les Frondi, les Ndamjo. C'était des vrais opposants. Avec des nuances diverses, avec des divergences dans les idéologies. Kamto n'a jamais été opposant. Kamto s'est présenté davantage comme une sorte de contestataire ethnique. Sa stratégie, c'était la stratégie de la rotation tribale du pouvoir. En tout cas, c'est l'impression qu'il a donnée à ses suiveurs. C'est comme ça que vous l'avez compris. Mais c'était clair. Est-ce que c'est moi qui fais le discours? C'est leur discours. La tontine. J'aurais dû naître concours pour boulot. Qu'est-ce qu'il avait à foutre? Dans leur tête. Aïdjo le Fulbe a géré au pays pendant 25 ans. Biya quand il a bien mis trop de temps. 39 ans dans quelques jours. Que Kamto le Bamileke soit là. Et c'est ce discours qu'il a fait à Val. J'ai dit que c'est un imposteur. Très bien. Dieudonné Somba, vos sorties les plus lues, les plus écoutées concernent la crise anglophone. Cela fait 4 ou 5 ans on est plongé dans cette crise qui fait de nombreuses victimes. Vous proposez pour sortir de cette crise anglophone, comme on l'appelle, le fédéralisme, qu'il n'y a pas une autre option et que les options de l'État ne peuvent pas permettre à ce que la situation aujourd'hui s'arrête. La meilleure réponse serait d'offrir le fédéralisme. Mais vous savez, monsieur, c'est que avant même que la crise se déclenche, j'ai demandé au gouvernement du Cameroun de fédéraliser vite. Au point où on a qualifié mon fédéralisme d'obsessionnel. Ce qui arrive aujourd'hui étonne, mais ça ne m'étonne pas. Parce que pour quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui lit, quelqu'un qui a été au nord-ouest, au sud-ouest,
il était clair que les anglophones en avaient marre de l'État unitaire. Et qu'on avait franchi le seuil au-delà duquel il était encore possible de contenir cette communauté dans les liens d'un État unitaire. On aurait dû sauver l'État unitaire à partir de 1991, quand on a adopté la décentralisation, l'État unitaire décentralisé. Parce qu'il ne faut pas oublier, en 1991, quand on aurait la tripartite pour lever les villes mortes, le problème de la forme d'État ne se présente pas. Mais quand c'est au moment de la tripartite que les anglophones viennent avec la réclamation du retour à l'État fédéral, les travaux sont bloqués. On appelle au palais. Les anglophones menacent de sortir. C'est à ce moment-là que quelqu'un tire sous le chapeau la formule, une sorte de formule hybride. La décentralisation. État unitaire on coupe décentralisé. la poire en deux. Là, les anglophones s'en vont content. On était en 91. En 96, on constitutionnalise la décentralisation. On la met dans, la Constitution. On attend 20 ans. Et pendant ces 20 ans, ça bouillonnait, ça bouillonnait. Quand les troubles 4 en 2016, c'était trop tard. Beaucoup trop tard. Donc la seule chose qui aurait pu sauver le Cameroun à ce moment-là, c'était le retour à un État fédéral. Pourquoi? Parce que, compte tenu de l'ampleur de la crise, la seule chose qui aurait pu arrêter cette infernale dynamique, c'était le fédéralisme. Parce que le fédéralisme avait 4 avantages. Le premier était que il a séché même l'argumentaire de la sécession. Les sécessionnistes ameuttaient les anglophones en leur disant que nous sommes venus comme un État avec la souveraineté. Mais ces gens ont supprimé cette souveraineté et sont en train de nous avaler. Donc c'était un discours qui passait. Il tenait ce discours-là depuis des années, mais il ne passait pas. Mais la situation avait été telle que la bureaucratie centrale avait usé le système jusqu'à la corde, au point où le discours a commencé à être entendu. Donc il fallait assécher ça. En second lieu, la grande majorité des anglophones étaient plutôt fédéralistes. Il y avait peu de sécessionnistes dans la population. Le statisticien qui parle. Oui, bien sûr, très peu. Et il y avait peu de partisans vraiment de l'État unitaire, en dehors des gens qui sont dans le régime, c'est-à-dire les ministres et les directeurs généraux. Il y a très peu à l'époque, en 2016. Donc il s'agissait de couper la base des recrutements des sécessionnistes. Donc il ne fallait pas que la population bascule. Ça, c'était le deuxième impact de l'État fédéral. Le troisième impact de l'État fédéral, c'est dans la manière même de combattre la sécession. Il fallait opposer à la sécession une police locale recrutée dans la population anglophone, dans les tribus anglophones, les mêmes populations d'où venaient les sécessionnistes. Et là, donc, des gens qui se connaissaient. Et là, vous éliminez la présence de l'État. Non. Vous dites par exemple, c'est une non, interprétation. Non, il faut d'abord me suivre. Ça peut être caricatural. Il faut d'abord me suivre. Je fais cette interprétation-là parce qu'elle vient de la population. Vous dites, OK, il faut recruter une police locale qui puise ces éléments des mêmes. Non, monsieur. Il faut d'abord suivre le expliquez, Jules Sobalé. Je dis qu'il fallait créer une police de l'État, par exemple, du Sud-Ouest. La police de l'État du Sud-Ouest ne va pas recruter au centre. C'est l'État du Sud-Ouest. Donc, l'État du Sud-Ouest, c'est citoyen. Et ces citoyens, c'est quoi? C'est les populations autochtones. C'est les mêmes populations autochtones qui donnent naissance aux sécessionnistes étaient la même qui allait donner naissance à la police locale.
Donc c'était les deux avaient la même légitimité aux yeux de la population. Ils connaissaient le milieu, ils se connaissaient entre eux. Alors, il y avait donc un moyen. L'État central croise les bras et monsieur, dit... non, monsieur, monsieur Dieu, monsieur, il faut apprendre à écouter. J'essaie d'écouter pour qu'on comprenne. Non, mais laissez-moi donc finir. Allez-y, Dieudonné Somba. Moi, je ne suis pas devant un examen. Je vous relancer simplement. Hein. Je vous relancer simplement. Je dis donc que la police locale devait combattre la sécession. Maintenant, l'armée nationale vient en appui. Ah, d'accord. Il faut donc d'avoir écouté. On n'allait pas à part. Pourquoi? Parce que quand une armée nationale intervient directement dans une zone sécuritaire, l'armée nationale, par exemple, du Cameroun est recrutée. Il y a les Bétis là-bas. Il y a les Bassa là-bas. Il y a les Makia là-bas. Il y a les Boudang là-bas. Il y a les c'est pas moi, les Toupouli là-bas. Il y a les Bamileke là-bas. Donc c'est des étrangers, de toute façon. Ils pensent que c'est une force d'occupation. Ça prend les clés d'une force d'occupation. Et c'est d'autant plus que l'armée, ne maîtrisant pas bien l'environnement, ne peut pas mener des opérations fines, comme une police locale. Donc elle est obligée, une armée, l'armée agit toujours de manière massive. Donc elle va commettre des serments, des impairs et des bavures qui vont justement aggraver ce sentiment d'occupation. C'est pour ça que j'ai demandé que ne faites pas ça. N'amenez pas l'armée nationale là-bas. Vous pouvez. Une police locale, c'est pas grand-chose. Et l'avantage de la police locale à ce moment-là, c'est que ça allait assécher même les rangs décisionnistes. Il suffisait que le gouvernement dise que, bon, police locale, on recrute les gendarmes en retraite ou en cours de mise en retraite, les policiers en retraite ou les mises en cours en retraite, les jeunes gens en chômage et les sécessionnistes. Alors, vous considérez qu'il y a donc eu des erreurs dans la gestion de cette crise depuis 2016. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, Dieudonné Somba? À moyen terme, au moins, qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de cette situation? Non, je vais vous dire une chose. Hein. Ce n'est pas à moyen terme. Chaque jour qui passe, avec l'illusion qu'on matera la crise anglophone dans l'État unitaire, ne fait que nous approcher de la session anglophone. Chaque jour qui passe. Le Cameroun, 4 pays sont nés. Enfin, 6 pays sont nés comme le Cameroun. Ces pays sont, c'est quoi? Ils ont été constitués à partir de 2 partis ayant connu un parcours colonial différent. Ça veut dire qu'une partie avait connu ce parcours, une autre partie avait connu cet autre parcours. Ce pays, c'est quoi? D'abord, il y a 2. Et ils sont tous nés fédéraux. Il y a le Nigeria, avec le Northern Cameroun. Le Northern a rejoint le Nigeria. Sur la base d'un modèle fédéral, l'Union n'a jamais touché à ce système. Quoique le Nigeria ait eu ses sécessions, il n'a jamais eu de problème avec l'ancien Cameroun qui est parti là-bas. Il y a la Tanzanie, qui est aussi une fédérale avec 2 partis. Tanganyika et l'île Zanzibar. Le gouvernement du Tanganyika, parce que Tanzanie c'est la composition de 2 mots, le gouvernement n'a jamais touché au gouvernement autonome de Zanzibar. Il n'y a jamais eu de problème. Voilà les 2 pays qui sont nés avec des partis différents, mais qui n'ont jamais touché. Et il y a 4 qui sont également nés de la même manière, qui ont touché l'homme de l'État et qui ont connu une sécession vigoureuse. Il y a l'Éthiopie avec l'Érythrée. Il y a le Soudan avec le Soudan du Sud. Et la Somalie avec le Somaliland. Voilà les 3 sécessions qui ont réussi en Afrique. Elles ont réussi comment? Le pays est né fédéral avec 2 partis qui ont connu des parcours différents. Et les autorités centrales, ça vise à supprimer l'État fédéral. Le 4e dans ce lot, c'est le Cameroun, qui
qui a fait exactement la même chose, la même erreur. Le plus étonnant est que la crise anglophone ait mis autant de temps avant de déclencher. Puisqu'ailleurs, dès qu'on a supprimé l'État fédéral, la crise s'est déclenchée. Voilà. Mais chez les anglophones, ça a mis du temps. Mais ça veut dire que ça, le gouvernement du Cameroun a eu le temps de faire des analyses. On parlait tout à l'heure des universitaires. Comment les universités qui sont au palais, au gouvernement, n'ont pas pu voir ce qui apparaît comme une vulgaire évidence? Les anglophones ne peuvent pas être maintenus dans un État unitaire. C'était de la plus banale évidence pour quelqu'un qui a les yeux. Alors maintenant le débat est ouvert. Tout le monde parle de fédéralisme, il y a des propositions nombreuses à 2 États, à 10 États, il y a des conceptions telles que le fédéralisme communautaire. Tout le monde parle du fédéralisme maintenant. Quelle serait la forme idéale pour vous au milieu de toutes ces propositions, dont le fédéralisme communautaire de Cabral Libye? D'abord, le fédéralisme est toujours communautaire. Le mot fédéré signifie mettre ensemble des acteurs différents pour un objectif commun. Donc, il n'y a pas de fédéralisme là où il n'y a pas de comités multiples. Donc, par définition, le fédéralisme est communautaire. Ça, donc, quand mon petit frère Cabral utilise ce mot, c'est beaucoup plus comme une sorte de... On peut dire une coquetterie politique. Et en même temps aussi, il voudrait peut-être mettre l'accent sur le fait qu'il transcende le fédéralisme diadique qu'on a connu entre francophones et anglophones. Donc, peut-être, c'est des coquetteries-là. Mais dans le principe, le fédéralisme est communautaire. Le fédéralisme est communautaire, pourquoi? Parce que les États doivent être sociologiquement cohérents. L'État régional ne doit plus reproduire les mêmes tensions. Dans l'État unitaire. Oui, sinon, quel aurait été l'intérêt? Donc, il doit être sociologiquement cohérent. Il doit justifier ses frontières. Il faut pouvoir dire, si notre frontière passe ici, plutôt que là, c'est parce que ici, il y a les écans. Là, il y a les élompos. C'est pour ça que la frontière passe. Vous ne pouvez pas faire des frontières au hasard. Donc, l'État doit justifier. Donc... Mais là, ça ne peut pas marcher avec un fédéralisme à 10 États. Non, je vais en venir. Ça marche. Je vais vous expliquer. Donc, chaque État doit justifier ses populations. Pourquoi mes populations? Pourquoi tel village chez moi alors que tel n'est pas là? Pourquoi? Parce que chaque État a ses citoyens. La citoyenneté n'est pas unique dans un État fédéral. Tout le monde a la citoyenneté fédérale, mais chaque État a ses citoyens. Et il y a des liens, des obligations et des devoirs, des privilèges que les citoyens ont vis-à-vis de l'État, et vice-versa. Donc il y a quelque chose que le fédéralisme ajoute. Donc, le fédéralisme est donc essentiellement communautaire. Maintenant, il y a un débat sur le niveau de désagrégation du Cameroun si on le fédéralise. Très souvent, les gens disent on a 230 tribus. Comment gérer tout cela? Non, ça c'est un faux débat. Puisqu'il y a des pays ça fédéraux fait partie des réalités du Cameroun. Non. Il faut prendre en compte. Non, monsieur, il y a toute la délicatesse qui va avec. Non. Ça, c'est le verbiage des partisans de l'État unitaire. Le fédéralisme est fondé sur un principe qu'on appelle le principe fédéral. Le principe fédéral dit ceci. Les États régionaux sont eux-mêmes des fédérations de second ordre, composées de comtés. Canton ou ce qu'on veut au Niger, c'est LG. Lesquels alors tous sont répartis en communes
Je vais prendre le grand bloc Ekang, Gambeti. Hein? Il est évident que l'État Ekang ne peut pas être un État unitaire. Il va reproduire en son sein le même principe fédéral en répartition, parce qu'il y a les jetons ici, les bilambanés là-bas, les boules ici, et ainsi de suite, qui à leur tour vont reproduire le même principe. C'est ça qui fait donc que les pays qui ont beaucoup plus de segments communautaires que le Cameroun fonctionnent avec un nombre raisonnable d'États. Les gens qui font objection le font parce qu'ils ne comprennent pas le fédéralisme. Ils pensent que le fédéralisme, c'est la division du Cameroun en États, en petits États unitaires. Non. Les États fédérés sont à leur tour des fédérations de second ordre. Pourquoi? Parce que la rigidité qu'on veut éviter au niveau national, il faut aussi l'éviter au niveau régional et même au niveau cantonal. Parce que les communes, on peut les regrouper autour des clans ou des paroisses. Hein? Donc, on les regroupe parce que ça constitue une sorte d'entité organique, une petite sociologie locale. Ces sociologies locales sont agrégées pour former un comté, appelé le comté Eton, le comté Mpinabani, le comté Makia. À leur tour, ces comtés sont agrégés en un État régional. Et à leur tour, les États régionaux sont regroupés en un État fédéral. C'est comme ça. Donc, les débats que les gens posent sont des débats qui n'ont aucune valeur. Mais Dieudonné Somba, vous n'allez pas refuser ces débats. Vous-même, vous voyez que c'est très complexe. Non, c'est-à-dire... Très compliqué. Et l'État, aujourd'hui, pense que la proposition, l'offre de la décentralisation permettait d'éviter toutes ces particularités qui peuvent régler un problème ici qui réfléchit et en causer. Non, mais vous parlez de ça. Ils sont partis prendre le modèle français, ils ont copié. Ils ont copié. Il y a qui réfléchit là-bas? Le problème de décentralisation, là, ils sont partis voir les CST français. Ils ont dit, les CST français leur ont dit, allez faire ceci. Non. Le problème est qu'ils ne réfléchissent pas. La vérité, c'est ça. On a une élite qui ne réfléchit pas. Vous auriez considéré que cette élite réfléchit si elle avait adopté votre proposition. Mais est-ce qu'elle a même examiné? Non. Il y a une autre, parce qu'il y en a plusieurs aussi. Bon. Moi, je ne parle pas d'examiner ma proposition. Je parle même du débat. Hein? Il faut dire, voici les alternatives. Voici l'alternative qui nous parle la meilleure. Voici ces arguments. Pour vous, l'alternative... Quel est l'argument? Quel est l'argument? L'argument décentralisation, pour vous, ne passe pas. L'État, les partisans de l'État n'ont aucun argument. Le seul argument, c'est les arguments entre eux. Hein, on a peur. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas en quoi l'État unitaire décentralisé est positif. On nous dit, nous refusons le fédéralisme parce que le fédéralisme a des risques. C'est ça le problème. Vous ne verrez jamais un document au Cameroun qui montre les avantages de l'État décentralisé. Ça n'existe nulle part. Par contre, eux, ils défendent l'État unitaire de manière négative. C'est-à-dire, quand ils voient les gens qui présentent des arguments du fédéralisme, ils voient ces arguments qu'ils ne peuvent pas contester parce que c'est des arguments authentiques et réels. Mais ils vont voir peut-être un risque. Ils se mettent à dire, comme il y a un petit risque ici, non, on ne peut pas accepter ça. Le risque est trop élevé. Rencontre. Non, mais ils n'ont aucun, parce qu'ils ne construisent rien. Dieudonné Somba, on va prendre une petite respiration. Ça va vous donner l'occasion de rebondir tout à l'heure, peut-être de prendre un verre d'eau aussi. Vous allez écouter ces Camerounais qui parlent de vous. Est-ce qu'ils vous connaissent? Est-ce qu'ils vous souhaitent une carrière politique? S'ils vous souhaitent cette carrière politique-là, c'est en tant que leader d'un parti politique, ou alors ils vous proposent d'adhérer à un parti politique parmi ceux qui existent déjà. On va les écouter. L'unité du Cameroun. Tout au contraire, c'est quelqu'un qui pourrait inciter une tierce
catégorie de personnes à tendre vers l'unité nationale dont il est question. Le domaine politique dans notre pays est un domaine un peu complexe. Du coup, parler de la politique devient tout de même un problème un peu sérieux. Mais toutefois, Dieudonné Somba, c'est quelqu'un qui ferait de gros efforts, ou du moins, c'est quelqu'un qui gagnerait mieux à faire dans la politique parce que ce Cameroun a besoin de politiciens et surtout des politiciens véreux pour redorer le blason de la politique camerounaise parce que la politique camerounaise, permettez-moi de le dire, est un peu corrompue. J'ai dit corrompue dans un sens un peu profond, mais je pense que Dieudonné Somba ferait mieux de se lancer dans la politique. Je déconseillerais volontiers ou de façon ferme le RDPC à tout activiste politique. Sincèrement. Pour cela, je pense que seul le PCRN est habilité à recevoir, ouvrir ses portes à ce type de personnes. Parce que le PCRN est un parti qui, pour moi, représente la résurrection de notre pays. Bon, le docteur Dieudonné Somba, c'est un statisticien économiste. C'est un monsieur très pertinent et compétent. Il a des analyses vraiment futées. Donc moi, en tant que Dieudonné Somba, en tant qu'économiste, je trouve que c'est un monsieur compétent. Il a beaucoup travaillé au ministère du plan et de l'aménagement territorial. Et je pense que c'est un monsieur sérieux pour qui le pays peut compter. Il a contribué beaucoup dans les analyses économiques de ce pays. Non, Dieudonné Somba n'a jamais été une menace pour le pays. Oh, c'est quelqu'un qui fait des analyses, mais beaucoup de gens ne partagent pas ses points de vue. Mais sinon, je ne pense pas que... parce que c'est quelqu'un qui est direct, qui a un langage... il ne fait pas dans la langue du bois. Il dit ce qu'il pense. Et je ne pense pas que ça soit quelque chose de mauvais pour le pays. De temps en temps, on a besoin un peu des gens qui disent la vérité pour que le pays avance. Mais non, Dieudonné Somba fait la politique. Je pense que Dieudonné Somba travaillait pour le compte du SDF. Donc il partage les options du SDF telles que le fédéralisme. Il est dans le SDF, mais d'une manière, je ne sais pas, il n'était pas engagé ouvertement, mais il travaillait comme consultant pour le SDF. Il partage les idéaux du SDF. Monsieur Somba, pour moi, il représente, c'est une haute personnalité en matière d'économie. C'est une fierté lorsqu'il fait les débats. J'aime souvent le suivre quand il fait les débats. Donc c'est une grande personnalité pour moi. Non, je ne pense pas parce qu'il il a des bonnes orientations. Ce n'est pas une menace pour le Cameroun. Effectivement, il pourra être un très bon politicien s'il soit il crée son parti, soit il entre dans un parti politique. Donc ça sera un très grand politicien. Je pense qu'il peut bien faire l'affaire du MRC. Du MRC, il peut bien faire, il peut être
un bon leader, en tout cas un bon militant du MRC. Là, ça va booster un peu le MRC à aller de l'avant. Pour moi, Dieudonné Somba, c'est un monsieur bien parce que c'est un activiste qui dénonce certaines mauvaises choses qui se passent dans le pays. Donc, déjà, s'il trahit ce qui n'est pas bon, ça veut dire que c'est une bonne personne. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce monsieur. Donc, il ne peut pas être un problème pour l'unité du Cameroun. Déjà, si tu dis la vérité, ça veut dire que tu veux l'ordre dans ton pays. Mais c'est un citoyen ordinaire. En quoi est-ce qu'un citoyen peut être une menace pour sa nation? Mais puisqu'il en fait déjà sous d'autres formes, à travers toutes ces interventions, il y a un côté social et une autre version politique, même si on ne le dit pas. Mon ami, est-ce que pour aider son pays, il faut forcément être dans un parti politique? On n'est pas obligé d'être dans un parti politique. Sur le plan économique, pas de problème. Les Camerounais apprécient vos analyses. Ils trouvent que vous êtes un économiste de haut rang. Sur le plan politique, il y en a qui souhaitent que vous vous engagiez ouvertement en politique. D'autres estiment que vous relayez la pensée du SDF. Il y a même un Camerounais qui semble affirmer que vous êtes très proche du Social Democratic Front et qu'en termes d'ouverture politique, votre profil conviendrait au MRC. D'abord sur le SDF. Je n'ai jamais été membre du SDF, mais j'ai soutenu aussi, parce que c'était en 2018 le seul candidat ouvertement fédéraliste. Et moi, je soutiens le fédéralisme. Ça, c'est pas principe. S'il y avait eu deux candidats, à l'époque, Cabral n'était pas encore affiché. S'il avait été là, certainement, j'aurais été partagé entre les deux. Oh, c'est la vision de Joshua Oshi, candidat à la présidentielle 2018. C'est-à-dire au-delà du contenu que le SDF donne à son fédéralisme, je suis fédéraliste, donc dans un lot de partis, je vais vers les partis fédéralistes. Ouais. Indépendamment des différences qu'on peut avoir sur la perception du fédéralisme. Très bien. Et sur le MRC? Sur le problème du MRC, vous savez, le MRC a été mis sur pied par un ramassis d'intellectuels opportunistes. Ramassis? Qui voulaient donc négocier les postes. Vous pouvez dire simplement que ça a été créé par des intellectuels. Du régime. Il y a les Owonangini, il y a les Claude Abbé, il y a tout ce monde-là. Bref, tout ce monde qui piave d'impatience. C'est ça l'histoire. D'avoir des postes politiques. Ils ont donc trouvé en Camto un bon profil pour mener cette opération. Qui n'avait rien à voir avec le bien du Cameroun, mais beaucoup plus avec leur positionnement. Camto, à son tour, s'est approprié le parti, mais il a orienté ailleurs. C'est donc dire que si les gens du MRC veulent que le MRC revive, ils doivent le débarrasser de ces gens-là qui incarnent les premiers, les Fogué, tout ça. Les premiers incarnent des opportunistes. Les premiers n'y sont plus, en dehors de Fogué, les autres. Oui, mais c'est les Owonangini, les Claude Abbé, ils sont plus. Lui, il représente autre chose. Donc, les gens du MRC devraient se réunir et enlever Camto et ces gens-là. Mettre quelqu'un d'autre qui est plus réfléchi. MRC sans Camto, qui vous tendrait la main, vous viendrez? Non, je vais le juger maintenant de manière un peu plus amène. Hein? Mais quand vous provoquez les gens, vous agressez les gens, je peux être d'accord avec vous. Et le Cameroun a pu voir comment
jusqu'à quel point ces gens-là pouvaient aller. Très bien. En parcourant les messages tout à l'heure, il y a un internaute qui disait que vous critiquez sans avoir le programme de Maurice Kamto. Pourquoi est-ce que vous le critiquez tant alors que vous n'avez pas lu son programme politique? Il a quel programme? Parce qu'il n'en a pas. Un programme, ce n'est pas une compilation des réalisations à faire. On juge le programme sur les choix alternatifs. Parce que tous les programmes disent je vais construire les routes à Yaoundé, je vais construire les points d'eau au Cameroun, je vais construire faire électrifier les villages. Tout le monde peut avoir ça. C'est des programmes qui ont ça. Donc ce n'est pas ça par là qu'on joue le programme. On joue le programme par des choix alternatifs. C'est-à-dire, nous allons tous faire la même chose, mais comment moi je vais me distinguer des autres? Quels sont les choix que je vais prendre? Par exemple, quand quelqu'un me dit je vais adopter le modèle fédéral de l'État, ça c'est déjà un choix alternatif. Ça veut dire que désormais, c'est plus moi seul qui vais m'occuper de la gestion. Je ne serai pas un messie. Donc vous avez renoncé au messianisme. Donc il y a là une sorte d'alternative. Donc quand quelqu'un me parle de programme, moi j'ai travaillé pendant 32 ans au ministère de l'économie. Vous pensez que je faisais quoi? Je faisais le programme. Mais ce n'est pas ça qui intéresse dans un programme. Vous recensez les besoins des populations, vous opposez à chaque besoin une réponse. C'est pas ça. Ce qui est important, hein, c'est que, compte tenu de la situation actuelle, voici la démarche stratégique que je vais adopter. Parce que le reste, là, c'est des opérations. Les opérations, c'est l'affaire des maires, c'est l'affaire des ministres, c'est l'affaire des directeurs. Ça, c'est des opérations. Un président de la République ne s'occupe pas des opérations. Donc, il n'a pas de programme. Très bien, vous avez parlé tout à l'heure de programme. Lorsqu'on vous lit, on a l'impression que le seul programme, on va l'appeler ainsi, de l'État, que vous ne critiquez pas, c'est la SND 30, la stratégie nationale pour le développement 2020-2030. Vous avez été dur avec les autres programmes, celui qui nous a conduit à l'initiative pays pauvre PPTE, le programme intermédiaire, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, et la SND 30, on ne vous trouve pas très critique. La SND 30 a été mieux conçue. Il ne faut pas oublier, la SND 30, c'est la deuxième phase de la vision. Elle a tiré les leçons du DSCE. Ce n'est pas parce que vous avez été associé à l'élaboration de la SND 30. Mais j'étais toujours au DSCE, non. La SND a introduit quelque chose que j'avais réclamé depuis. L'import-substitution. Il n'est pas normal que le Cameroun importe tout. Ce n'est pas normal. Puisque c'est ça qui alimente le déficit de la balance courante et par suite le surendettement extérieur. Donc la SND a pris pour que, même si on peut s'interroger sur la bonne volonté réelle des gens en charge de mettre en place. Ça, c'est si on le met en place, vous pensez qu'il peut beaucoup changer de choses? On a prévu, dans la SND, on a prévu la mise en place du système d'échange local, qui est en fait la monnaie binaire, une forme de monnaie binaire. Hein? Et ça, c'est des mesures qui visent à incurver le système produit du Cameroun pour se mettre au service du Cameroun. Nous avons une économie extravertie qui est au service de l'économie internationale, qui est une pièce mécanique de l'économie internationale. Donc, la SND 30 en a tenu compte. Même, je dis une fois de plus, même si lorsqu'on voit le comportement du gouvernement, de ceux qui sont chargés de l'implémenter, on n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment le contenu est bon, l'implémentation... Pour le moment, oui, pour le moment, parce que le DSE avait aussi une bonne vision, mais il pêchait par cette absence. Donc, ces programmes, ce qu'on appelle les programmes manchots, c'est-à-dire c'est des programmes qui alimentent le déficit extérieur. Donc, ça génère les revenus, mais tous les revenus, quand on augmente les salaires, par exemple, les salaires sortent. Le système se déséquilibre.
Donc, le SNR en est tenu compte. La question étant que, parce que très souvent, ils ne comprennent même pas. Le problème fondamental du gouvernement de Biya, c'est qu'un grand nombre de gens qui sont aux affaires sont de purs imposteurs. Ils ne comprennent rien, mais ils font semblant de comprendre. C'est ça le problème. Ils sont entourés de conseillers, de spécialistes quand même. Si eux ne sont que des choix politiques, des spécialistes, vous-même vous étiez économique comme spécialiste. Non, mais, vous savez, c'est pas comme ça que ça marche. Ça se passe comment? Nous avons un système, le système de Biya est fondé sur la sélection adverse. C'est-à-dire quand les enfants sortent des écoles et viennent, premier niveau chef de bureau, chef de service, on sélectionne les plus dociles, ceux qui sont incapables d'aller contre l'avis de la hiérarchie. Maintenant, les chefs de service dociles, la génération des plus dociles, la génération une génération, ont choisi les plus dociles comme chefs de service. Dans le lot des chefs de service, on se resélectionne encore ceux qui sont plus dociles encore. Ça veut dire que vous êtes resté très loin. Vous êtes resté très loin. Vous qui n'êtes pas du tout docile. Bon, les gens qui vont au sommet sont uniquement des gens qui ont développé des aptitudes extrêmes pour s'infiltrer dans ce système-là. Conséquence, ce qui tue le régime du Biya, c'est l'incompétent. C'est un système extrêmement incompétent. Très incompétent. Pourtant, c'est les fruits des écoles que vous vantez. Non, je vous ai expliqué le mécanisme qui fabrique l'incompétence. C'est la sélection adverse. C'est-à-dire, les écoles, dans leur principe du moins, sélectionnent les meilleurs, mais quand ces meilleurs viennent, on incurve la sélection, on renverse la sélection. C'est-à-dire, c'est les spécialistes, des gens qui ont des aptitudes d'infiltration dans des systèmes qui évoluent. Et il n'y a pas d'alternative. C'est quand les gens qui arrivent au sommet. En fait, des gens qui sont des menus d'analyse, ils passent tout leur temps à faire des réunions. Réunions. Il fait sa carrière dans les réunions. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un système extrêmement incompétent. Alors, on va prendre notre album, l'album de l'émission, avec le concours de la réalisation. Vous allez regarder quelques photos qui vont s'afficher. Vous nous direz ce que vous pensez de ces personnalités, certainement proches ou pas de vous, mais au moins qui sont des acteurs à divers niveaux dans notre pays. Est-ce qu'on peut prendre la première photo de notre... on a suffisamment élaboré sur Maurice Kamto. On va passer à la prochaine, la prochaine photo. Je crois qu'on a vidé... voilà. Cabral Libi, ouais, député à l'Assemblée nationale, membre du bureau de l'Assemblée, président du réseau des parlementaires de sport. Je crois que c'est le premier qui fait exactement ce qu'on attend d'un parti politique. Avec peut-être des moyens un peu limités, peut-être aussi un peu d'amateurisme, peut-être un peu de précipitation, mais au moins, il fait exactement ce qu'on attend. Pouvoir bâtir une idéologie, structurer cette idéologie, la défendre. Donc je pense que c'est en fait le mieux de nos nouveaux politiciens. Les autres, c'est des anciens politiciens, des anciennes, qui fonctionnent encore sur du parti unique, mais qui... On lui reproche d'avoir accepté participer aux législatives et d'être député aujourd'hui. Mais ça, il bâtit sa carrière. Il bâtit sa carrière. On lui reproche quoi? Il bâtit... Parce que les autres avaient... les gens qui les autres leaders des partis politiques avaient appelé au boycott de ces élections. Vous connaissez de qui on parle, vous savez. Oui, mais si le MRC appelle, c'est le MRC représente. Le MRC ne représente pas le monde politique. Les partis au Cameroun sont extrêmement militarisés. Le MRC ne va pas partir à l'os pour aller imposer
ces ordres au bassin, ou aux écrans, ou je ne sais pas moi. Non, 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 la réalité est que, chacun fait sa carrière. Cabral est dans une zone assez délicate parce que la zone, il doit construire sa carrière et se présenter comme une véritable alternative. Ce qu'il fait, il le fait bien. Très bien. Je peux dire, parce que l'OS était fédéraliste. L'OS n'a jamais développé une idéologie sur le fédéralisme. Il était essentiellement fédéraliste sur des bases purement écologiques. Ça veut dire que les anglophones sont fédéralistes, lui aussi l'était. Mais c'est lui qui construit un fédéralisme sur des bases rationnelles, idéologiques, motivées. C'est Cabral. C'est Cabral Libi. On prend la prochaine photo. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans notre album qu'on va feuilleter pour voir Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du PURS, le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Il paraît que vous êtes son conseiller politique ou économique, son conseiller du moins. Non, Serge m'avait donné un téléphone. Il m'a dit, pourquoi? Vous savez, il y a un moment là où je demandais, je faisais pression pour que les 15% qu'on avait adoptés dans la décentralisation soient affectés. Parce que dans ma tête, il fallait quand même poser des gestes qui rassurent les anglophones sur la sincérité de la décentralisation. Je disais donc aux hommes politiques que non. Même si vous ne contrôlez pas les régions, battez-vous. Parce que ça a pour vous un énorme gain pour lui. Serge m'a dit, bon, comme toi tu es dans la société, moi je prends ce combat. Je lui ai dit, ok, prends le combat. Très bien. En fait, c'est une sorte de collaboration. Bon. Qui ne fait pas de vous un militant du PURS. Non, 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 non. Bon, et il était question que je le conseille beaucoup plus comme un partenaire de ce combat. C'est pas dans le sens où je suis dans le... Pas du tout. On prend une autre photo avec la réalisation. Le professeur Mathias Eriko Wunangini, qui est vice-recteur. Vous partagez beaucoup de plateaux. Ils sont toujours incendiaires, ces plateaux-là. On a l'impression que vous ne vous entendez jamais, que vous vous entendrez jamais. Et vous n'utilisez pas toujours les mots valorisants concernant le professeur Mathias Eriko Wunangini. Mais Wunangini est un intellectuel. Donc c'est un intellectuel qui a des prises de position. Quelquefois nos prises de position convergent. Par exemple, pour le cas Kamto, quelquefois divergent. Diverger de manière très grave quand il va des intérêts du Cameroun. Wunangini est parti devant lesquels son État westphalien peut faire tout. Alors que moi, sur la base de mes études, je demandais qu'on aborde le problème anglophone avec discernement. Il a été donc de ceux qui ont encouragé le gouvernement dans une logique de la violence. Et cette logique-là, parce que quand je parlais, lui, moi, ça n'allait pas. D'ailleurs, les bêtises d'une manière générale, pouvaient m'enterrer. Vous vous rappelez que j'avais annoncé que vous n'allez pas battre ces enfants. Au moment où il n'avait que des machettes. Vous le dites, il vous accuse, le professeur Mathias Eriko Wunangini, d'apologie du terrorisme. Oui, mais ça c'est quand ils n'ont plus d'arguments. Je vous dis que vous ne pouvez pas battre ça. Ne prenez pas ce risque. Moi, je protège l'État du Cameroun. Vous savez pourquoi je protège l'État du Cameroun? Vous êtes Camerounais. Moi, je n'ai rien. Non, non, non. Au-delà, je n'ai rien d'autre que le Cameroun, l'État du Cameroun. Ma pension, c'est l'État du Cameroun. Mes enfants, ils ont un matricule. Si l'État du Cameroun fait se fondre, je vais vivre comment? C'est pour ça que je protège l'État du Cameroun. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à cet État. Et quand je vois des gens, que ce soit
le plan économique, sur le plan politique, embarquer cet État dans des situations dangereuses comme la crise du Nozo, avec les encouragements des Owonangi. Je ne peux pas être content. Parce que je sais que ça ne peut rien nous apporter de bon. C'est pour ça que, en dépit des menaces, j'ai pris mon courage à deux en disant, cet État, nous on n'a pas d'entreprise chez nous. En attendant nous d'avoir des entreprises, c'est cet État qui nous fait vivre. Au-delà de son statut. Mais il ne demande pas forcément d'aller en guerre. Il demande à ce que l'État puisse réagir parce qu'il y a de la violence sur le terrain. Il revient à l'État de protéger les personnes et les biens. Là-bas. Non, même moi, on est tous d'accord qu'il faut, il faut mettre fin à la sécession. Ce n'est pas là le problème. L'objectif, tout le monde a ce même objectif. Mais seulement, le choix de l'objectif ne justifie pas le bon projet. Ce n'est pas parce qu'il faut battre les anglophones qu'il faut le faire n'importe comment. Parce qu'une mauvaise stratégie peut aggraver la situation. Hein? D'ailleurs, j'ai décrit tout à l'heure ce qui s'est passé au Soudan ou en Somalie, là, non. Un Ogonin qui aurait dû s'inspirer de ça. Au lieu de s'inspirer des États westphaliens qu'il est parti lire quand il était en France, il aurait dû s'inspirer des États africains. Le Cameroun n'est pas une singularité dans le monde. Beaucoup de pays ont eu des sécessions. Certaines sécessions ont été matées, d'autres ont été réglées par la forme de l'État, d'autres enfin ont réussi, ont gagné. Mais comment on a dit, lui, parle du principe que la sécession anglophone sera nécessairement matée? Quelle étude l'a faite? Moi, j'ai vu une étude statistique de sécession. Et c'est une sécession qu'on ne peut pas mater par les moyens de force. Il faut négocier, il faut prouver, il faut modifier la forme de l'État. Et ça se dégage très clairement de l'étude de sécession. Le Cameroun n'est pas une singularité. Pour que le Cameroun, lui, échappe aux règles auxquelles obéissent il faut respecter les arguments du professeur Onangini. Mais quand on vous lit, on a l'impression que vous ne respectez pas leurs arguments. D'abord, le conflit qui m'oppose avec les universités, c'est quoi? Quand Denis me parle, quelqu'un me dit, j'ai le doctorat. Le doctorat, un doctorat bac plus 8. Avec une thèse, les conneries qu'ils font là. Moi, je donnais Somba. Je parle d'un concours de l'ICA. Je parle au concours de l'ENSA à Paris. Je fais 6 ans de spécialisation et je travaille 32 ans au ministère de l'économie. Un petit enfant qui n'a jamais passé un concours parce qu'il a suivi la filière, il vient me parler. Il me dit, je suis docteur. Donc, quand je dis donc et c'est pour ça. Le gouvernement a suivi les Ogonan qui dénoncent. S'il continue à les suivre, nous allons perdre les anglophones. Alors, la prochaine photo, le Premier ministre, Joseph Dion-Gouté, Premier ministre chef du gouvernement. Malheureusement, ce monsieur a été bridé. Il a été frappé. Quand Dion-Gouté est nommé, le président de la République l'envoie au Nozo. Avec un message extrêmement d'espoir. Il dit, le président de la République, notre père, m'a envoyé pour vous dire que nous allons débattre. Nous allons débattre de tout, sauf de la sécession. Vous avez vu l'enthousiasme que ce discours a déclenché, l'espérance que tout ce discours a déclenché. Il n'a pas fallu 2 jours pour que un de ses collaborateurs aille dans une télévision étrangère doucher toute cette espérance et relancer
les combats sécessionnistes. En indiquant qu'il n'y a pas de débat sur la forme de l'État. C'est-à-dire, le gouvernement du Cameroun est un gouvernement d'occasion perdu. Dion Ngouté aurait pu arranger ce problème si on lui avait donné la latitude. On n'était même pas obligé d'appliquer le fédéralisme immédiatement. Il suffisait tout simplement de dire que, bon, ok, les amis, on a compris. Mais il faut aller progressivement. On a décidé de faire la décentralisation. Allons-y. Hein? Allons-y. Avec, au bout, éventuellement, le fédéralisme. Ça permettait de résoudre ce problème. Mais tout ce monde qui aboyait, qui crânait, ils sont où maintenant? Ils ont refilé. Maintenant, ce n'est que le vieux Biya et son armée qui se battent. L'armée nationale et les Zimbabwe, des enfants s'entretuent. Nos jeunes s'entretuent. Pour une idée. Pour une idée. Parce qu'on a des gens fermés comme un œuf, incapables de comprendre où est le sens de l'histoire. Il est reparti sur le terrain, il y a de cela quelques semaines. José Dion Ngouté, toujours missionné mais avec par quelle le chef de l'État. espérance? Avec quelle espérance? Qu'est-ce qu'il a pu dire qui puisse susciter l'espérance? En dehors de ce discours convenu qu'on lui impose de tenir. Il y avait quelle espérance? Il aurait même pu dire qu'on aurait pu l'autoriser à dire que, bon, les gars, cette histoire de fédéralisme-là même, ce n'est pas interdit. On peut en discuter, on peut même y aller vers. Le problème, c'est le discours. Quand on le muselle pour aller tenir le charabia sur l'État unitaire et ses unités nationales, vous tenez ce discours avec des enfants qui sont armés, ils ont les explosifs en brousse, ils ont les armes lourdes. Ils vous parlent d'indépendance. Vous allez leur tenir le discours de l'État unitaire? Il y a quelque chose de sinistre dans le président du Cameroun. Est-ce qu'on a une autre illustration, l'album de la réalisation? Voilà la dernière image, celle de John Frondi, le chairman du Social Democratic Front. Sur le terrain politique, on ne le voit pas, on ne le voit plus beaucoup. Non, il est déjà âgé. Il est déjà âgé. C'est un très grand homme politique du Cameroun qui a beaucoup aimé le Cameroun, qui a été très patient aussi. Mais c'est le dernier des Camerounais, Ounozo. Il fait partie des derniers des Camerounais. Parce que quand tous ces vieillards-là disparaissent, les gens qui émergent aujourd'hui, c'est des gens qui n'auront connu que la frustration. Tous ces vieux qui auront connu la belle époque de l'État unitaire, la belle époque de l'unité nationale, la belle époque de la coopération. Ils sont de partir. Ils sont de partir. Simon Achidi Achou. Ne resteront plus que des radicaux. Des gens qui n'auront connu de l'État du Cameroun que la violence. Et vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Quand les enfants qui naissent, ça fait déjà 5 ans. Tous les enfants qui naissent aujourd'hui naissent dans la guerre. Ceux qui avaient 10 ans ont déjà 15 ans aujourd'hui. Vous ne les trouvez pas un peu absents, pour prendre le cas de John Frondi, sur le terrain de la négociation? Est-ce qu'on ne pouvait pas compter sur des négocier quoi? Vous ne pouvez, c'est-à-dire au moins que les armes soient déposées. Non, mais qui va déposer les armes? Qui les porte? Mais deux camps portent les armes. Il y a un camp qui a, j'allais dire, l'obligation régalienne d'avoir les armes. Non, nous avons deux camps. Quand on est dans la loi, ça, l'armée doit porter les armes. Seulement, quand on est du côté ambazonien, ils estiment que c'est une guerre de libération. Quand les gens prennent des armes pour se libérer, est-ce qu'ils ont besoin de... La négociation a toujours une place. Non, la négociation, c'est... Non, je veux dire ceci. Hein. Il ne faut pas transposer sur les autres votre perception des choses. Hein. Et surtout, il faut éviter un discours qui, en réalité, entérine que le Cameroun est dans une logique coloniale.
Considérer les Amba Boys comme des rebelles qui ont été fâchés pour quelque chose, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils se calment? Voilà. Mais si vous commencez à dire, ils n'ont pas le droit de porter, est-ce que c'est vous qui leur avez donné les armes? Ils vont déposer les armes, c'est vous qui leur avez donné les armes. Ils ne doivent pas en porter. Mais non, mais ils n'ont pas demandé votre avis pour les porter. Et ils ne demandent pas votre avis pour tuer. Hein? Ils ne doivent pas tuer. Non, ils ne doivent pas. Bon. En Angola. Avec l'UPC au Cameroun. Dès que les gens se rebellent, ils coupent les gens, ils font aussi. Non! Mais ils coupent des gens. Il faut non, qu'ils coupent ou pas. Ce qui est important, c'est leur objectif. Parce que peu importe le sang versé, peu importe les enfants égorgés. C'est la violence. Tout le monde utilise la violence. On légitime pas la violence. Je dis ceci, non, j'ai dit, laissez parce que ces discours stigmatisants des sionistes aggrave plutôt la situation et les légitimes. Avec 6 égorges, on croise les bras, on dit bon. Non, j'ai dit. On n'en parle pas. C'est des jeunes Camerounais qui sont fâchés. Ils ont pris les armes. Il s'agit de faire en sorte les armes. Le moralisme là. Une fois de plus, pensez à traiter ce genre de mouvement de terror. Vous êtes en position de faiblesse, directement. Parce que c'est le discours de toutes les forces coloniales. Il n'existe aucune force coloniale. Alors on les traite comment? C'est juste les Camerounais en colère. Oui, c'est des rebelles. Ils sont en colère au Cameroun. Il y a colère même. Si vous avez 5 femmes que vous brimez, ces rebelles, on ne va pas lui dire ne te rebelle pas, motif que les autres acceptent. Ce n'est pas un argument. Et de toute manière, on est au moins d'accord qu'ils ne doivent pas avoir des armes. On est au moins d'accord, ils peuvent avoir des revendications, mais ces revendications. Quand quelqu'un accepte le Cameroun comme son pays, il peut se mettre dans votre logique. Déjà pris la résolution qui n'est plus camerounais. Mais il est dans le territoire du Cameroun, il est sur le territoire du Cameroun. Non, il n'y a pas un territoire appelé Cameroun. Non. Comment vous le dites? Non, s'ils sont venus ailleurs, c'est leur terre, c'est la terre de leurs ancêtres. Il ne faut pas tenir ce discours. Mais lorsque vous hissez un drapeau que celui... Mais non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé le drapeau. C'est les hommes. Je vous ai dit, arrêtez avec ce discours. Parce qu'un jour, vous recevrez ce drapeau-là. Vous recevrez et vous n'allez rien faire. On n'a pas pu le voir, mais au moins. Je vous dis donc, il y a un territoire qui s'appelle Cameroun. Non, le territoire appelé Cameroun. On n'a pas le droit d'hisser un autre. Non, le territoire appelé Cameroun a été créé par les Allemands. Changé, il peut encore changer. Pour le moment. Si nous, non, il est là, mais il y a la guerre. Nous voulons qu'il ne change. Nous devons faire tout pour qu'il ne change pas. Et le discours n'est pas bon. Vous n'êtes pas dans un bon discours. Pas ce discours-là qui empêche de négocier. C'est un discours-là qui empêche des réformes. On se braque dans une logique moralisatrice. Ils ont pris des armes. On ne négocie pas avec quelqu'un qui a l'arme en main. Comment vous allez faire pour négocier? Vous parlez de négociation en même temps. Vous allez faire. Non, monsieur, et vous allez faire comment? Non, et vous allez faire comment? On pose des questions. Hein. Non, bon, vous refusez de négocier, vous allez faire comment? Comment vous négociez avec quelqu'un qui a des armes? Vous êtes parti pour les désarmer, non? Alors qu'il n'avait que les machettes. Maintenant, vous n'avez pas pu, vous allez vous faire comment?
Vous attendez que la communauté internationale vienne s'interposer? Vous pensez que ça va continuer comme ça? L'option, c'est quoi, Dieudonné Somba? Qu'il garde les armes, qu'il s'installe. Est-ce qu'ils ont demandé, non, est-ce qu'ils vous ont demandé l'avis pour avoir les armes? Vous faites comme si vous les contrôlez. Les enfants sont partis prendre leurs armes. Vous savez, ils ont pris les armes où? Vous venez leur édicter la conduite à tenir. Vous avez quel moyen pour leur édicter votre conduite? On dit qu'il faut traiter le problème. Vous continuez avec des grands principes. Comment vous traitez le problème? Et que la vie est au point mort dans cette partie du pays. Et non, que le citoyen ne peut pas se mouvoir. Il faut fédéraliser le pays. Il suffit de fédéraliser pour que les armes disparaissent. Non, c'est pas les armes. Non, il ne faut pas me traiter comme le problème est sécuritaire. J'ai dit ceci. Hein, est-ce que la scission existait il y a 7 ans? Elle n'existait pas. Il y a des conditions qui ont créé la sécession. Hein? C'est une maladie. Quand vous avez une maladie, il y a un traitement qu'il faut apporter à cette maladie. Le traitement apporté à la maladie, c'est d'abord fédéraliser le pays. Remettre aux anglophones... Là c'est votre proposition. Non. Les gens qui ont des armes là n'ont pas dit qu'ils veulent le fédéralisme pour... Monsieur non, monsieur ça dit... Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, quand je raisonne... Quand je raisonne... Quand je raisonne très bien. C'est pour ça que je vous inviter. Non, j'ai dit que il faut combattre la sécession. Et pour combattre la sécession, vous ne pouvez pas la combattre dans l'État unitaire. Voilà ce que je vous dis. Et il faut donc d'abord remettre aux anglophones leur souveraineté qui a été volée en 1972. Par le fédéralisme. C'est ça, votre proposition. Dès que vous leur remettez ça, hein, vous changez la nature de la sécession. Ça veut dire que la créativité de la sécession baisse. Ça veut dire que vous vous donnez les moyens pour combattre la sécession avec une police locale. Voilà ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il faut négocier l'État fédéral avec les sécessionnistes. J'ai dit qu'il faut créer un modèle qui fasse basculer la population anglophone vers le Cameroun. Voilà ce que je dis. C'est ce qu'on retiendra, Dieudonné Somba, pour sortir de l'émission. Le livre est toujours en vente. Parlons de l'économie pour détendre un peu, parce que vous avez coché dans ce livre-là, comme on dit au quartier, un sac de connaissances, avec la proposition de la monnaie binaire. Il est toujours disponible. On a vu quelques annonces encore sur les réseaux sociaux. Non, c'est une réédition. Le livre avait été publié en 2010, il a été épuisé. Et c'est en réédition. Donc c'est une réédition. Et vous pensez qu'on peut appliquer ce que vous proposez? Ben, il faut appliquer. Il faut appliquer. Parce que vous allez faire... Je vous ai dit, je vous ai cité Madame Toumaïnmo. Madame Joya. Qui m'a cité, je n'étais pas là. Dans leur congrès. En se demandant comment le gouvernement du Cameroun n'est pas capable de comprendre la monnaie binaire. Elle ne comprend pas. Ce que tout le monde comprend, le gouvernement du Cameroun ne comprend pas. Ou il refuse de comprendre. Quelqu'un refuse, mais il ne comprend pas. Il coûte combien le livre? Comment est-ce qu'on peut l'avoir? Non, bon, vous pouvez venir d'abord mon numéro de téléphone ou alors vous venez au Minepat. Par porte 510. Porte 510. On va jouer vos agents commerciaux. Ceux qui passeront par nous, on va les orienter pour avoir le livre en question. Dieudonné Somba, grandement merci d'être venu, occuper le fauteuil bleu de The Guest ce dimanche sur Candice Télévision. On espère vous recevoir sur beaucoup d'autres plateaux, même si on vous présente comme consultant ailleurs, mais partager ces connaissances pour de nombreux Camerounais et Africains qui veulent découvrir tous les jours. Oui, mais je suis consultant à une émission. Je ne suis pas... Donc, en dehors de ces heures-là, je suis disponible. Aujourd'hui, je suis venu, non. Parce que, justement, ce n'est pas l'heure de ma consultation. Très bien. On vous dit en tout cas merci à toute l'équipe de réalisation et de production de ce programme et aux nombreux Camerounais sur Facebook, YouTube et autres qui nous écrivent. Nous allons transmettre certaines de vos préoccupations à Dieudonné Somba. Peut-être que sur les prochains plateaux, il reviendra dessus ou ses publications tous les jours, pratiquement sur la page officielle Dieudonné Somba sur Facebook. On peut avoir d'autres propositions intelligentes
intellectuels aussi de ce côté. Passez une très bonne soirée sur Camdis Télévision.